Au cœur de l'Europe du 8e siècle, l'aube d'une grande dynastie s'éteignait. Les Mérovingiens, descendants du légendaire Clovis, baptiseur des Francs, n'étaient plus que des fantômes sur leur propre trône. Leurs longs cheveux, jadis symbole de puissance sacrée et d'origine divine, ne dissimulaient plus que des yeux vides et des visages épuisés. Le peuple les surnommait les rois paresseux, une procession de jeunes gens pâles se succédant dans des palais luxueux mais impuissants. Ils régnaient, mais ne gouvernaient pas. Ils étaient un étendard, mais cet étendard s'est fané et a péri sous les vents du temps. Le véritable pouvoir, brut, tangible et impitoyable, était depuis longtemps passé entre d'autres mains. Il appartenait à ceux qui portaient le titre de maire du palais, l'administrateur de la cour royale. D'abord une fonction modeste, il devint l'épicentre du pouvoir. Les maires du palais commandaient les armées, percevaient les impôts, rendaient la justice et forgeaient des alliances. Le roi n'était qu'une marionnette, et les ficelles de cette marionnette étaient tirées par le maire du palais, membre de la puissante famille des Pipinides, plus tard connue sous le nom de Carolingiens. Dans ce creuset d'intrigues et de faiblesses, l'acier d'un nouvel ordre fut forgé. Cet acier portait le nom de Charles. Non pas un roi, mais un souverain dont la volonté primait sur toute loi. Sa puissance militaire dévastatrice lui vaudrait le surnom de Martellus, le marteau. Charles Martel ne s'encombrait pas de cérémonies de cour. Homme d'action, il était né pour la selle et l'épée. Il unifia par la force le royaume franc en pleine désintégration, soumettant les ducs rebelles d'Aquitaine, de Bavière et d'Alémanie. Il avait compris que le pouvoir n'était pas un droit inné, mais un prix à conquérir et à conserver. La plus grande épreuve de son pouvoir vint du sud. En 732, l'armée du califat omeyyade déferla sur les Pyrénées. La cavalerie arabe, apparemment invincible, avait déjà conquis l'Espagne et se ruait maintenant au cœur de la Gaule, rasant tout sur son passage. Pour beaucoup, cela annonçait la fin de la chrétienté. Les villes tombèrent, les monastères brûlèrent. Abd ar-Rahman, l'émir d'Andalousie, mena ses troupes vers la riche ville de Tours, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais Charles Martel s'avança à sa rencontre. Entre Tours et Poitiers, deux civilisations, deux religions, deux mondes s'affrontèrent dans un combat à mort. Face à la cavalerie arabe, légère et rapide, Charles forma un mur de fantassins francs, une phalange disciplinée et inébranlable, telle une forteresse. Toute la journée, des vagues de cavaliers en turban s'abattirent sur ce mur de boucliers et de lances. Les Francs tinrent bon. Les chroniqueurs écrivirent qu'ils étaient comme une barrière de glace que ni la fureur des attaques ni l'éclat de l'acier de Damas ne pouvaient faire fondre. À la fin de la journée, les Francs contre-attaquèrent. L'émir Abd ar-Rahman tomba dans la confusion des combats et sa mort brisa le moral des conquérants. À la faveur de la nuit, l'armée arabe battit en retraite, renonçant à ses rêves de conquête de l'Europe. Charles le Marteau avait stoppé la grande invasion. Il n'était pas roi, mais ce jour-là, il devint le sauveur de l'Occident chrétien. Son autorité devint incontestable. Son fils, Pépin, hérita de la pleine autorité de son père, mais une question le tourmentait. Il était souverain de fait, sauf de nom. Il commandait l'armée, votait les lois et détenait le trésor, mais le dernier mérovingien, Childéric III, siégeait toujours sur le trône, simple ombre sans pouvoir. C'était non seulement injuste, mais aussi contre nature. Le pouvoir et le titre appartenaient à un seul homme. Pépin, surnommé le Petit en raison de sa petite taille, était un homme politique tout aussi brillant que son père, un guerrier.
Il avait compris que pour conquérir le pouvoir, il lui fallait une légitimité qu'aucune épée ne pouvait lui conférer. Il lui fallait l'approbation de la plus haute autorité sur terre, l'Église. Et il trouva un allié en la personne du pape. À cette époque, la papauté était en grande difficulté. Rome était menacée de conquête par les belliqueux lombards et l'empereur byzantin de Constantinople était trop éloigné et impuissant pour intervenir. Le pape avait besoin d'un protecteur puissant et proche. Pépin, souverain des Francs, était le candidat idéal. En 751, Pépin envoya des ambassadeurs au pape Zacharie avec une question audacieuse et rusée. Est-il juste que les Francs aient des rois sans pouvoir? La réponse du pape changea le cours de l'histoire de l'Europe. Il vaut mieux appeler roi celui qui a le pouvoir que celui qui en est dépourvu. C'était une bénédiction. C'était le feu vert pour un coup d'État. Le dernier des rois aux cheveux longs, Childéric III, fut déposé. Ce sont des ciseaux monastiques, et non une épée, qui mirent fin à son règne. Ses cheveux coupés, symbole du pouvoir sacré mérovingien, tombèrent sur le sol de pierre, et avec eux, toute une époque. Childéric fut envoyé dans un monastère où il finit ses jours, devenant ainsi la dernière note de bas de page de l'histoire de sa dynastie. Lors d'une assemblée de la noblesse franque, Pépin le Bref fut proclamé roi. Mais un simple couronnement ne lui suffisait pas. Il instaura un rite nouveau, sans précédent chez les Francs, l'onction. À l'instar des rois bibliques d'Israël, il fut oint d'huile sainte, d'abord par un représentant du pape, puis par le pape Étienne II en personne, qui traversa les Alpes pour sceller l'alliance. Cet acte revêtait une importance capitale. Le pouvoir de Pépin ne provenait plus seulement de la volonté de la noblesse ou de la force des armes, mais de Dieu lui-même. Il devint non seulement roi, mais élu de Dieu. En échange, Pépin mena ses troupes en Italie, vainquit les Lombards et accorda au pape les territoires reconquis, établissant ainsi les États pontificaux qui perdureraient pendant plus de 1000 ans. Ainsi, sur les ruines de l'Ancien Monde naquit une nouvelle dynastie, les Carolingiens. Une dynastie née non d'un sang ancien, mais d'une volonté d'acier, d'un génie politique et d'une grâce divine. L'ère des rois paresseux était révolue. L'ère des bâtisseurs d'empires avait commencé, mais ce n'était que le début. À l'ombre du nouveau trône, un garçon, le fils de Pépin, grandissait déjà. Il était destiné à hériter non seulement d'un royaume, mais aussi du rêve même d'un empire renaissant. Il s'appelait Charles, et un jour, le monde l'appellerait le Grand. À l'aube de son règne, Charles n'était pas empereur. Il était seulement l'un des 2 rois francs, héritant, avec son frère Carloman, du royaume divisé de leur père, Pépin le Bref. Mais chez ce jeune souverain, grand, fort, au regard perçant, brûlait déjà une flamme, capable soit d'unir et de réchauffer le monde connu, soit de le réduire en cendres. L'ère des rois paresseux de la dynastie mérovingienne était révolue. Elle s'ouvrait sur une ère d'énergie indomptable, de volonté d'acier et de froide stratégie. Cette ère porte le nom de Charles. Son ascension vers l'Empire ne fut pas pavée de parchemins et de diplomatie, mais de fer et baignée de sang. Ce fut le chemin d'un guerrier pour qui la paix n'était qu'un répit entre 2 batailles. La première épreuve eut lieu en Italie. Desiderius, roi des Lombards et beau-père de Charles, menaçait le cœur même de la chrétienté, Rome. Le pape Adrien Ier appela à l'aide et Charles répondit présent. Cette campagne était bien plus qu'une simple défense du pontife. C'était une tentative audacieuse d'instaurer l'hégémonie. À l'automne 773, l'armée franque se tenait devant les Alpes. Les cols imprenables,
jadis franchis avec difficulté par Hannibal, semblaient être les gardiens éternels de l'Italie. Didier les fortifia, confiant que la nature elle-même était de son côté. Mais il sous-estima Charlemagne. Pendant que le gros des troupes distrayait les Lombards, des détachements francs d'élite, guidés par des guides locaux, exécutèrent une manœuvre de flanc impensable le long de sentiers de montagnes secrets. Les Lombardes, voyant l'ennemi sur leurs arrières, furent pris de panique. Leurs défenses s'effondrèrent comme un château de cartes. La voie vers le cœur de l'Italie était ouverte. Le siège de Pavie, capitale lombarde, devint un hymne à la ténacité franque. La ville résista pendant près d'1 an, mais la faim et le désespoir eurent raison de ses habitants. En 774, Charles entra dans Pavie, déposa Desiderius et se couronna de la couronne de fer des Lombards. Il ne se contenta pas de vaincre l'ennemi. Il annexa un royaume entier, devenant roi des Francs et des Lombards, maître de l'Italie. Ce fut la première grande pierre angulaire de son futur empire. Mais si la campagne d'Italie fut rapide et décisive, la guerre dans le nord se transforma en une épopée sanglante de 30 ans. Là, dans les forêts impénétrables et les marais entre le Rhin et l'Elbe, vivait un peuple fier et farouche, les Saxons. Païens, ils vénéraient d'anciens dieux dans des bois sacrés. Pour Charles, ils représentaient une double menace, une source constante de raids sur les terres franques et un affront à sa foi chrétienne. Il décida de les anéantir. Non pas de les soumettre, mais de les briser, de refaçonner leurs âmes, de déraciner leur identité. La guerre contre les Saxons fut marquée par peu de batailles majeures. Ce fut une succession de campagnes exténuantes, de raids punitifs, de villages incendiés et de baptêmes forcés. Les Francs arrivèrent, abattirent des chênes sacrés comme le célèbre Irminsul, forcèrent les Saxons à se baigner dans les rivières pour le baptême, puis repartirent, abandonnant leur garnison. Mais dès que les légions de Charles leur tournèrent le dos, les Saxons se révoltèrent. Ils rejetèrent de la foi étrangère, tuèrent les prêtres et revinrent à leur propre Dieu. Leur résistance était menée par leur chef, Widukind, qui devint l'ennemi personnel de Charles, une figure fantomatique et insaisissable dans les forêts saxonnes. Année après année, Charles revenait, et chaque fois sa fureur se faisait plus froide et plus impitoyable. Le comble de cette cruauté fut atteint en 782. Après une nouvelle révolte au cours de laquelle un contingent franc fut mis en déroute, Charles organisa le tribunal sanglant de Verdun. Sur ses ordres, 4500 otages saxons furent décapités à Verdun. L'allée se teinta de sang. Il s'agissait de bien plus qu'une simple vengeance. C'était un acte de terreur d'État, destiné à anéantir toute volonté de résistance. Même pour l'époque, ce fut un massacre monstrueux qui ternit considérablement la réputation de Charles en tant que défenseur de la chrétienté. La guerre de Saxons fut gagnée moins par l'épée que par la terreur. Tandis que le sang coulait au nord, un nouveau front s'ouvrait au sud. L'appel venait d'au-delà des Pyrénées, d'Espagne musulmane. Des émirs locaux, en conflit avec le souverain de Cordoue, demandèrent l'aide de Charles, promettant de livrer plusieurs villes, dont Saragosse. La tentation était grande. Créer un État tampon au sud, une Marca Hispanica, et s'illustrer dans la lutte contre les infidèles. En 778, la vaste armée de Charles franchit les Pyrénées. Mais la campagne se solda par un échec. Les villes promises ne se rendirent pas, et la nouvelle d'une nouvelle rébellion saxonne contraignit Charles à rebrousser chemin. C'est sur le chemin du retour, dans les 3 cols de Roncesvalles, que l'arrière-garde de son armée tomba dans une embuscade tendue par des Basques.
Toute l'élite de la chevalerie franque périt dans cette bataille, y compris le comte Roland, neveu et ami proche de Charles. Cette défaite militaire donna naissance à la plus grande épopée médiévale, la chanson de Roland. Le sang versé dans les Pyrénées engendra une légende qui survécut à l'Empire lui-même. Malgré ce revers, Charles ne renonça pas à ses projets et, dans les années qui suivirent, ses généraux reconquirent aux Arabes le territoire qui allait devenir la Catalogne, créant ainsi la Marca Hispanica. À l'est, une autre menace planait, mystérieuse et d'une richesse fabuleuse, le Khaganat avare. Ce peuple nomade, installé sur les terres de l'actuelle Hongrie, terrorisa ses voisins pendant des siècles. Au cœur de son empire se dressait le légendaire Ring, un système de 9 forteresses concentriques où les Avares entreposaient les trésors amassés durant 2 siècles de pillage de Byzance et de toute l'Europe. En 791, Charlemagne lança une guerre qui s'apparentait à l'ouverture d'un trésor antique. Après plusieurs années de combats acharnés, les Francs percèrent les défenses et s'emparèrent du Ring avare. Ce qu'ils y découvrirent dépassa toutes les espérances. Des flots d'or, d'argent et de pierres précieuses affluèrent dans le royaume franc. Les chroniqueurs rapportent qu'il fallait 15 chariots, chacun tiré par 4 bœufs, pour transporter une infime partie de ce trésor. La puissance du Khaganat avare fut anéantie à jamais, et cette richesse incommensurable permit à Charlemagne de financer la construction de palais et de monastères et d'attirer les plus grands savants d'Europe, jetant ainsi les bases de la future renaissance carolingienne. Ainsi, au cours de 3 décennies de guerre incessante, Charles redessina la carte de l'Europe. Ses possessions s'étendaient désormais de la côte atlantique au Danube, de la mer du Nord à l'Italie centrale. C'était un patchwork de dizaines de peuples, francs, lombards, saxons, bavarois, alamans, soumis mais non unifiés. L'Empire avait été forgé par la force des armes. À présent, son créateur était confronté à une tâche plus ardue encore, insuffler à cet ensemble, assemblé de fragments disparates par le fer et le sang, une âme commune. Rome, Noël 800. La ville éternelle, marquée par les siècles, semblait figée dans l'air froid de décembre. Ces pierres antiques, témoins des triomphes des Césars et des souffrances des martyrs, se dressaient désormais silencieuses, chargées d'attente. C'était plus qu'un simple Noël. Il y avait dans l'air autre chose que le parfum de l'encens et la fumée des cheminées. C'était la prémonition d'un tournant décisif dans l'histoire. Le souverain le plus puissant d'Occident, Charles, roi des Francs et des Lombards, patricien romain, arriva en ville. Il ne venait pas en conquérant, mais en juge et en défenseur. Le pape Léon III, chef de toute la chrétienté, était affaibli. Humilié par ses ennemis à Rome même, ayant échappé de justesse à la cécité et à la mutilation, il chercha refuge auprès du roi franc. Charles rétablit son autorité, jugea les conspirateurs et rétablit l'ordre. À présent, en ce jour de grande fête, il se rendait au lieu le plus sacré de la chrétienté, la basilique Saint-Pierre, pour rendre hommage au Tout-Puissant. L'ancienne basilique, érigée par l'empereur Constantin, était immense. Ses interminables rangées de colonnes se fondaient dans la pénombre où vacillaient des milliers de bougies. Les mosaïques dorées des murs luisaient d'un éclat terne, reflétant la lumière et racontant les histoires des saints. 2 mondes se côtoyaient, de sévères guerriers francs barbus, vêtus de fourrure et de cuir, l'épée lourde au côté, se tenaient côte à côte avec d'élégants clercs romains en soie et brocart. Le parfum de cire et de pierre froide se mêlait à l'arôme de l'encens.
La messe solennelle se déroulait comme à l'ordinaire, les chants latins résonnant dans les voûtes jusqu'au tombeau de l'apôtre Pierre lui-même. Charles s'agenouilla devant l'autel. Il avait presque 60 ans. Grand, majestueux, les cheveux gris, mais toujours d'une force invincible, il incarnait le pouvoir. Il avait conquis les Saxons, mis en déroute les Avares et soumis les Lombards. Son royaume s'étendait de l'Atlantique au Danube, de la mer du Nord jusqu'au cœur de l'Italie. Il était plus qu'un simple roi. Il était un maître des destins, un mécène des lettres, un réformateur de l'Église. Mais son titre ne reflétait pas encore son pouvoir réel. À l'est, à Constantinople, un empereur romain régnait encore. Une femme, l'impératrice Irène. L'ouest, en revanche, était sans empereur depuis plus de 3 siècles, depuis la chute du dernier César. La messe touchait à sa fin. Charles, plongé dans la prière, se releva. Et à cet instant précis, un événement se produisit qui allait à jamais bouleverser le paysage européen et le cours de son histoire. Le pape Léon, animé de la détermination d'un homme prêt à tout risquer, s'approcha du roi. Une précieuse couronne d'or apparut entre ses mains, comme par magie. Avant même que Charles et sa suite n'aient pu comprendre ce qui se passait, le pape déposa la couronne sur la tête du monarque franc. Un silence absolu régna un instant dans l'immense basilique. Même les flammes des bougies semblèrent vaciller. Puis, à un signal convenu, les Romains, massés dans la foule, éclatèrent en un cri assourdissant et unanime, le même que leurs ancêtres avaient lancé au Forum en l'honneur des anciens Augustes. À Charles Auguste, couronné par Dieu, le grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. La foule entière reprit le cri. Francs, Romains, prêtres, tous unis dans un seul et puissant cœur. Les paroles en latin ancien semblaient réveiller les esprits du passé. C'était plus qu'un simple couronnement, c'était une résurrection, la résurrection de l'Empire romain d'Occident. Quelles étaient les pensées de Charles à ce moment précis? Son biographe écrira plus tard que l'empereur fut pris au dépourvu, voire furieux, et que s'il avait eu connaissance des projets du pape, il ne serait pas entré dans l'Église ce jour-là. Était-ce vrai? Ou s'agissait-il d'une habile manœuvre politique destinée à démontrer que le titre ne lui avait pas été conféré par sa propre ambition, mais par la volonté de Dieu et du peuple romain? Peut-être comprenait-il le défi qu'il lançait à Constantinople en se proclamant l'égal de leur basileus. Peut-être mesurait-il pleinement le poids de cette nouvelle responsabilité. Il n'était plus simplement le roi d'un peuple, il était l'empereur d'Occident. Le pape Léon a réussi son coup de maître. Faible et humilié, il a, d'un seul acte, lié à jamais la papauté au nouveau pouvoir impérial. Il a créé un protecteur pour l'Église, mais a simultanément démontré que c'était le pape, vicaire de Saint-Pierre, qui avait l'autorité pour conférer le titre séculier le plus élevé au monde. Il a élevé Charles, mais il s'est aussi élevé lui-même. Lorsque Charlemagne sortit de la basilique, il était un homme transformé. Le roi des Francs y était entré, mais c'est l'empereur romain qui en était ressorti. L'ombre de César et de Constantin planait sur ses épaules. Il était devenu le chef temporel de toute la chrétienté occidentale, responsable de sa défense, de sa foi, de son destin. En ce jour de Noël de l'an 800, ce n'est pas seulement un nouvel empire qui naquit à Rome, mais une idée nouvelle, celle du Saint-Empire romain germanique, union de la puissance germanique, du droit romain et de la foi chrétienne. Cette union allait façonner la vie politique et spirituelle de l'Europe pour 1000 ans. Les cris qui retentirent ce jour-là dans la basilique Saint-Pierre allaient résonner sur les champs de bataille des croisades,
dans les débats des empereurs et des papes, et dans les amphithéâtres des universités médiévales. Dans les rues glacées de la Rome antique, une ère nouvelle s'annonçait. Le monde ne serait plus jamais le même. Tandis que les empires antiques naissaient et s'éteignaient à l'ombre de cités séculaires dont les noms sont gravés dans l'histoire, Rome, Babylone, Athènes, Charlemagne choisit un autre cœur pour son empire d'Occident renaissant. Un village discret des Ardennes, connu des Romains sous le nom d'Aqua Grana, célèbre pour ses sources thermales aux vertus curatives. Ce lieu, où un guerrier las pouvait panser ses plaies et un souverain vieillissant trouver un soulagement à ses douleurs, devint la toile vierge de la plus grande vision de l'époque. Cette toile, c'était Aix-la-Chapelle. Le choix de Charles n'était ni fortuit ni capricieux. Il était profondément symbolique. En rejetant les anciennes capitales, chargées d'un passé païen et d'intrigues politiques, il proclamait l'avènement d'une ère nouvelle. Aix-la-Chapelle devait devenir non seulement un centre administratif, mais une idée incarnée dans la pierre. C'était le projet de créer une seconde Rome, une Rome chrétienne, et simultanément une nouvelle Jérusalem, la porte terrestre du royaume des cieux. Ici, au carrefour des terres germaniques et romaines, se déploya un boom de la construction sans précédent en Europe depuis la chute de Rome. Des dizaines de milliers d'ouvriers, tailleurs de pierre, charpentiers, mosaïstes et ingénieurs, furent mobilisés des quatre coins de l'Empire. Leur mission n'était pas simplement d'ériger des édifices, mais de concrétiser le rêve de l'empereur. Un monde d'ordre, de foi et de lumière. Le joyau de la ville, son cœur même, était la chapelle palatine. Conçue par le maître Odon de Metz, elle ne ressemblait à aucune autre construction franque antérieure. Son centre, un octogone rigoureux, symbole d'éternité et d'harmonie, évoquait des modèles byzantins tels que la basilique Saint-Vital de Ravenne. Mais il ne s'agissait pas d'une simple imitation. La chapelle d'Aix-la-Chapelle était plus imposante, plus austère. Ses murs et ses arcades massifs témoignaient de la force et de la constance de l'esprit franc. Charles n'a rien négligé dans sa décoration. Des colonnes de porphyre et de marbre, transportées au prix de grands risques et d'efforts considérables depuis les ruines de Rome et de Ravenne, sont devenues les témoins silencieux de la continuité du pouvoir. Elles reliaient le nouvel empire à son illustre prédécesseur. La voûte du dôme central était recouverte d'une mosaïque rayonnante représentant le Christ en gloire, entouré des 24 vieillards de l'Apocalypse. Quiconque pénétrait dans la chapelle et levait les yeux ne pouvait que constater que le pouvoir terrestre de l'empereur était sanctifié par le pouvoir céleste. Au second niveau, face à l'autel, se dressait le trône. Sa simplicité ascétique était saisissante. Point d'or ni de pierres précieuses, mais de lystal de marbre blanc que l'on disait avoir été rapporté de Jérusalem, du Golgotha. 6 marches y menaient, à l'instar du trône du roi Salomon. Assis dessus pendant l'office, Charles devenait à la fois spectateur et participant de la liturgie divine, médiateur entre Dieu et son peuple. De là, de ce point de convergence de la foi et du pouvoir, il régnait sur son monde. Mais Aix-la-Chapelle était bien plus qu'une simple affirmation de pouvoir. C'était un véritable creuset intellectuel, où l'héritage de l'Antiquité était perfectionné pour répondre aux besoins du nouveau monde chrétien. La cour de Charles Quint devint un pôle d'attraction pour les plus grands esprits de l'époque. Et l'âme de cette renaissance intellectuelle était un moine érudit anglais, Alcuin d'York. C'est lui qui dirigeait l'Académie palatine, une communauté informelle de savants, de poètes et de théologiens réunis autour de l'empereur. Ici, dans les scriptoriums d'Aix-la-Chapelle,
un effort titanesque fut entrepris pour préserver le savoir. Des centaines de scribes travaillèrent à la copie d'anciens manuscrits, les œuvres de Virgile, de Cicéron et de Tite-Live, qui côtoyaient la Bible, et les écrits des pères de l'Église. C'est à Aix-la-Chapelle que fut développée et normalisée la minuscule Caroline, une écriture nouvelle, claire et élégante, distinguant les minuscules des majuscules. Cette innovation, qui paraît aujourd'hui évidente, révolutionna la transmission du savoir. Les textes devinrent plus faciles à lire, plus rapides à copier et contenaient moins d'erreurs. L'Europe s'offrit un outil précieux pour la diffusion massive des connaissances. La renommée d'Aix-la-Chapelle s'étendit à travers le monde connu. Des ambassades arrivèrent de Constantinople, d'Espagne musulmane et même de Bagdad, du légendaire calife Haroun al-Rachid. C'est lui qui envoya à Charles les présents les plus extraordinaires, une clepsydre d'eau somptueuse, des étoffes de soie, et le plus célèbre de tous les ambassadeurs, un éléphant blanc nommé Abou al-Abbas, devenu le symbole vivant de l'influence et du prestige de l'empereur franc. La cour d'Aix-la-Chapelle devint un véritable bouillonnement de tension, où un guerrier franc en cape de fourrure pouvait se heurter à un diplomate byzantin en soie et un moine érudit irlandais débattre de la nature de la Trinité avec un savant italien. Au centre de ce monde se trouvait Charles lui-même. Aix-la-Chapelle était sa demeure. Il supervisa personnellement la construction, veillant méticuleusement à chaque détail. C'est là qu'il tenait ses célèbres assemblées, recevant les rapports des comtes et des évêques. Mais là aussi, il menait une vie simple pour un empereur. Sa principale passion, outre la chasse et les conversations érudites, demeuraient les sources thermales. Il adorait nager et organisait de véritables réceptions dans l'immense piscine, invitant ses fils, ses courtisans et même ses gardes du corps. Dans ces eaux tumultueuses, l'empereur sévère, le maître de l'Europe, apparaissait comme un homme ordinaire, appréciant la chaleur et les conversations amicales. Ainsi, Aix-la-Chapelle devint bien plus qu'une simple capitale. Elle devint le reflet de l'essence même de l'empire de Charlemagne, une fusion d'héritage romain, de foi chrétienne et d'énergie germanique. Ville manifeste, ville académique et ville fortifiée, elle était le cœur vibrant qui irriguait les lois, la foi et le savoir jusqu'aux confins d'un vaste empire né de la volonté d'un seul homme. Conquérir le monde ne représente que la moitié du combat, voire moins. Maintenir sa cohésion, l'unifier, en faire fonctionner un organisme unique, voilà une tâche digne d'un titan. Et Charles, devenu empereur d'Occident, se trouvait confronté à un défi colossal. Son empire n'était pas un État monolithique, mais une mosaïque, un patchwork de dizaines de peuples, de langues et de traditions. Saxons, Bavarois, Lombards, Aquitains, Frisons, tous étaient désormais francs de droit, mais pas d'esprit. Leurs terres s'étendaient de la mer du Nord à Rome, des Pyrénées aux rives de l'Elbe. Comment gouverner cette mosaïque gigantesque et instable? Après la chute de Rome, le chaos régnait. Les lois étaient locales, la justice soumise au bon vouloir des puissants, les routes envahies par la végétation, et l'idée d'une autorité unique semblait un rêve inaccessible. Charlemagne ne désirait pas seulement le pouvoir, il aspirait à l'ordre, un ordre fondé sur l'héritage romain et la foi chrétienne. Il se voyait non comme un simple chef barbare, mais comme un restaurateur de la civilisation, un nouveau Constantin, dont la mission était de créer sur terre un prototype du royaume des cieux. Et pour cela, il lui fallait non seulement l'épée et la croix, mais aussi de l'encre, du parchemin et le génie d'un administrateur.
le système impérial reposait sur les comtes. Il ne s'agissait pas d'aristocrates héréditaires, mais de fonctionnaires nommés, les vice-rois de l'empereur dans leur district ou comté. Le comte était les mains, les yeux et la voix de Charles dans les contrées lointaines. Ses fonctions comprenaient l'administration de la justice au nom du souverain, la perception des impôts et des droits de douane et, en temps de guerre, la levée de la milice. Il était le centre local du pouvoir, un rouage essentiel de la vaste roue de l'Empire dont Charles était le pivot. Mais l'empereur était sage et comprenait la nature humaine. Livrés à eux-mêmes, les comtes pouvaient aisément se transformer en petits tyrans, uniquement préoccupés par leur propre enrichissement. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Charles créa alors l'un des instruments administratifs les plus ingénieux de son époque, l'institution des envoyés souverains, ou missi dominiti. Il s'agissait de son inspection personnelle, de son service de sécurité intérieure. Généralement composé de 2 personnes, l'une aristocrate laïque, l'autre haut dignitaire ecclésiastique, évêque ou abbé, ils parcouraient les régions qui leur étaient confiées. Leur présence dans un comté était un événement exceptionnel. Ils détenaient la plénitude du pouvoir impérial. Ils pouvaient annuler une décision de comte, le destituer et enquêter sur les plaintes des citoyens concernant les injustices et les abus. Ils inspectaient l'état des monastères, contrôlaient la perception des impôts et lisaient les nouveaux décrets impériaux au peuple. Imaginez la scène, sur une place poussiéreuse d'une bourgade de province, devant le comte local, qui la veille encore paraissait tout-puissant. Les envoyés du souverain tiennent audience. Un simple paysan qui ose porter plainte est protégé. Un fonctionnaire corrompu est sévèrement puni. Pour les habitants de l'Empire, les missi dominici incarnaient la justice de Charles, preuve que son pouvoir s'étendait jusqu'aux confins du pays et qu'il se souciait du sort de chaque sujet, qu'il fût un noble franc ou un pauvre paysan saxon. Ils étaient le centre névralgique de l'Empire, par lequel la volonté du pouvoir central, le palais d'Aix-la-Chapelle, parvenait jusqu'au cœur de la cité. Mais les ordres verbaux et les inspections personnelles ne suffisaient en pas. L'Empire avait besoin d'une loi unifiée. La pensée de Charles était systémique. Avec ses conseillers, il entreprit la tâche titanesque de codifier et de créer une nouvelle législation. Il en résulta les capitulaires, recueils de lois et de décrets, ainsi nommés car ils étaient divisés en chapitres. Ces documents furent diffusés dans tout l'Empire et étaient contraignants. L'étendue des capitulaires est stupéfiante. Ils réglementaient tout, du service militaire aux règles successorales, en passant par les prix des céréales et les normes de poids et mesure. Il prescrivait la gestion des biens de l'Église, exigeait de chaque prêtre qu'il lise et comprenne le credo, et établissait des règles de conduite pour les moines. Un seul capitulaire pouvait contenir des instructions pour la gestion des domaines impériaux, précisant même quelles volailles et quels légumes y cultiver. Cette méticulosité n'était pas de la mesquinerie, mais un effort pour unifier la vie, pour créer des règles communes à tous. Pour la première fois depuis des siècles, une loi unique et écrite, émanant d'un seul souverain, était en vigueur sur l'immense territoire européen. Pour consolider l'économie, Charlemagne entreprit une réforme monétaire, créant une nouvelle monnaie stable, le denier d'argent. Cette pièce lourde, d'un poids fixe, devint la norme dans toute l'Europe occidentale pour les siècles à venir. Désormais, un marchand lombard pouvait être certain que ces pièces seraient acceptées dans un port frison, sans fraude ni erreur de comptage. Elle devint le pilier du commerce, cimentant l'économie de l'Empire. Mais ni les comtes,
Ni les envoyés, ni les lois, ni l'argent ne pouvaient rien sans l'élément essentiel, la loyauté personnelle. En 802, déjà empereur, Charles exigea que chaque homme libre de son royaume, âgé de plus de 12 ans, prête un nouveau serment d'allégeance, non pas à son comte ou seigneur local, mais à lui, Charles, personnellement. Ce fut une manœuvre politique brillante. Elle créa un lien direct et sacré entre l'empereur et chacun de ses sujets. L'homme jurait allégeance non pas à un état abstrait, mais à un individu précis, loin de Dieu. Ce serment le plaçait au-dessus de toutes les obligations locales. L'Empire était uni non seulement par la crainte et la loi, mais aussi par ce vœu de loyauté indéfectible, prêté par des millions d'hommes à un seul. Ainsi, pas à pas, décret après décret, inspection après inspection, Charlemagne bâtit son État. Du chaos des tribus et des territoires disparates, il forgea une machine administrative efficace. Il n'inventa rien de fondamentalement nouveau, mais il sut combiner avec ingéniosité l'héritage romain, les structures ecclésiastiques et les traditions germaniques, créant un système qui, malgré ses imperfections, apporta au continent une stabilité et un ordre inégalés depuis Rome. Son empire était un colosse bâti sur la volonté d'un seul homme, mais sous ce colosse se trouvait un socle solide de droit, d'administration et de foi commune. C'était l'ordre né du chaos. Après la chute de Rome, l'Europe sombra dans un crépuscule intellectuel. La grande bibliothèque de l'Antiquité fut démantelée, ses pages dispersées au vent des invasions barbares. Le savoir devint un trésor rare et fragile, préservé dans quelques monastères isolés, tels des braises agonisantes dans le feu mourant de la civilisation. Le latin, jadis langue unifiée de l'Empire, se fragmenta en une multitude de dialectes rudimentaires. Savoir lire et écrire devint l'apanage d'une élite religieuse, et les rois et les guerriers, qui décidaient du sort du monde, étaient souvent incapables d'écrire leur propre nom. Ce fut l'ère de la tradition orale, où le passé se mua en mythe et l'avenir se perdit dans l'incertitude. Mais au cœur de cette époque, dans l'âme du guerrier qui avait unifié la moitié de l'Europe sous son autorité, brûlait une autre flamme. Charlemagne, conquérant et législateur, avait compris ce que beaucoup de ses contemporains ignoraient. Un empire ne peut se maintenir par la seule force des armes. La véritable force d'un État réside dans son unité. Unité de foi, de loi et, surtout, d'esprit. Il avait besoin non seulement de sujets, mais aussi d'administrateurs instruits, de prêtres lettrés capables de transmettre la parole de Dieu sans la déformer, et de juges qui interpréteraient ses scapulaires. Il rêvait de faire renaître l'Empire romain, non seulement ses territoires, mais son esprit, l'esprit d'ordre, de lumières et de culture. Ce projet grandiose exigeait un architecte. Charlemagne en trouva un en 781 à Parme, en Italie. Il s'agissait d'Alcuin d'York, moine anglo-saxon, érudit et directeur de l'école cathédrale d'York, l'une des rares figures intellectuelles d'Europe à cette époque. La rencontre entre le puissant monarque et l'humble intellectuel marqua un tournant. Charlemagne, avec son énergie indomptable et ses ambitions impériales, et Alcuin, avec son savoir profond et son talent pédagogique, formèrent une alliance destinée à faire jaillir une lumière dans les ténèbres. À l'invitation de Charlemagne, Alcuin arriva à Aix-la-Chapelle, capitale de l'Empire franc, et prit la direction de l'Académie de la cour. Bien plus qu'une simple école pour les enfants de l'empereur, elle devint le centre intellectuel de tout l'Empire, un nouveau jardin platonicien où affluaient les plus grands esprits de l'époque, venus des quatre coins de la chrétienté. Parmi eux figuraient
Le poète et théologien Théodulphe d'Espagne, les grammairiens Pierre de Pise et Paul Diacre d'Italie, ainsi que des historiens et des érudits de toutes les terres franques. Charlemagne lui-même, désormais adulte, devint l'élève le plus assidu. Le soir, après ses journées consacrées au gouvernement de l'Empire, il étudiait la rhétorique, la dialectique et l'astronomie, s'efforçant de combler les lacunes de son éducation et de saisir personnellement l'essence de la Renaissance qu'il avait initiée. La tâche principale d'Alcuin et de son entourage était la normalisation et la diffusion du savoir. La première étape consistait à purifier les textes sacrés. Au fil des siècles de copies négligentes, la Bible et les œuvres des pères de l'Église avaient accumulé d'innombrables erreurs et variantes, engendrant hérésie et schismes. Sur ordre de Charlemagne, les savants se lancèrent dans une tâche titanesque. Ils comparèrent les manuscrits anciens, corrigèrent les erreurs et créèrent des copies de référence qui furent ensuite distribuées à tous les monastères et diocèses de l'Empire. Mais pour que ce travail ait un sens, un autre problème, plus fondamental, devait être résolu, celui de l'écriture. Les systèmes d'écriture existants à l'époque, comme la cursive mérovingienne, complexes et élaborés, étaient difficiles à lire et à écrire. Les lettres se confondaient, les abréviations étaient arbitraires et il n'y avait souvent aucun espace entre les mots. Chaque scriptorium avait sa propre écriture, souvent illisible. C'est alors, dans les scriptoria de Tours et de Corbie, que naquit l'une des inventions les plus discrètes, mais aussi les plus importantes du Moyen Âge, la minuscule caroline. Cette nouvelle écriture, révolutionnaire par sa simplicité et son élégance, offrait une lecture aisée. Des lettres minuscules claires et arrondies, bien espacées, des majuscules nettes en début de phrase, des espaces entre les mots et une ponctuation précise rendaient les textes incroyablement faciles à lire. La minuscule caroline fut comme un ruisseau de montagne limpide remplaçant un torrent impétueux. Elle devint un outil universel du savoir. La vitesse et la précision de la copie des livres augmentèrent de façon exponentielle. De fait, les lettres que vous voyez aujourd'hui sur un écran ou une page sont les descendantes directes de cette invention caroline. Armés d'une nouvelle écriture, des centaines de moines anonymes, dans les scriptoria monastiques de tout l'Empire, entreprirent leur œuvre colossale. Véritable armée de culture, ils n'avaient pour arme que la plume et l'encre, et pour champ de bataille, le parchemin. Ils copièrent bien plus que la Bible. Ils sauvèrent de l'oubli l'héritage de l'Antiquité. Les œuvres de Virgile et d'Horace, de Cicéron et de Sénèque, de Tite-Live et de Pline, auteurs païens dont les idées pouvaient paraître étrangères au monde chrétien, furent soigneusement copiés et préservés pour les générations futures. Sans le travail acharné des scribes carolingiens, une grande partie de la littérature classique aurait été perdue à jamais. Ils devinrent un pont entre le Moyen Âge et la Renaissance naissante, reliant la sagesse romaine à cette dernière. Ce renouveau culturel ne se limitait pas aux livres. L'architecture connut un nouvel essor. À Aix-la-Chapelle, Charles fit construire la magnifique chapelle palatine, inspirée des modèles byzantins de Ravenne. Il souhaitait que sa capitale rivalise avec Rome et Constantinople. L'art de l'enluminure atteignit des sommets inégalés. Évangiles et psautiers furent ornés de couleurs éclatantes et d'or, leurs motifs complexes, mêlant influences classiques, byzantines et barbares, créant ainsi un style impérial nouveau et unique.
La Renaissance carolingienne ne fut pas un mouvement populaire. Élitiste, elle fut initiée par la volonté d'un seul homme et menée par un cercle restreint d'intellectuels. Son importance est pourtant capitale. Elle enraya le déclin culturel, créa un espace éducatif et religieux unifié, préserva pour la postérité l'inestimable héritage de l'Antiquité et dota l'Europe d'un instrument d'écriture universel. La lumière allumée par Charlemagne et Alcuin à Aix-la-Chapelle ne s'éteignit pas, même après la chute de leur empire. Ces rayons, diffusés à travers les siècles, éclairèrent le chemin des scolastiques du Haut Moyen Âge et des humanistes de la Renaissance italienne, posant ainsi les fondements mêmes sur lesquels allait se construire l'édifice de la civilisation européenne moderne. Au crépuscule d'une ère révolue, un monde nouveau naissait des ruines de Rome. Sa chair était la terre conquise par les Francs, ses os, les légions de Charles. Mais ce corps gigantesque était dépourvu d'âme, d'une idée capable d'unir le guerrier saxon et le citadin gallo-romain, le paysan bavarois et l'aristocrate aquitain. Charles, brillant homme politique et stratège, le comprenait mieux que quiconque. Son épée pouvait conquérir des nations, mais seule une autre force pouvait unir leurs cœurs et leurs esprits. Cette force, c'était la foi. L'union de la croix et de l'épée n'est pas une invention de Charles Quint, mais il en a fait le fondement inébranlable de la civilisation européenne. Cette histoire ne relève pas simplement d'un calcul politique, mais d'une fusion profonde, presque mystique, de deux forces, la terrestre, qui gouverne les corps, et la céleste, qui gouverne les âmes. D'un côté de cette alliance se tenait Charles, un roi puissant, souverain d'un vaste territoire s'étendant des Pyrénées à l'Elbe. Il était bien plus qu'un simple conquérant. Il se voyait comme un nouveau David, un nouveau Constantin, un souverain responsable devant Dieu de son peuple. Sa religiosité était sincère et active. Il ne se contentait pas de construire des églises, il cherchait à les réformer, à les purifier de leurs vices et à les rendre dignes de sa grande mission. Pour lui, le christianisme n'était pas seulement un chemin personnel vers le salut, mais aussi un puissant instrument de construction de l'État. Une seule foi, un seul rituel, un seul canon, tels étaient les fils invisibles qui uniraient la mosaïque de son empire plus solidement que n'importe quelle garnison. De l'autre côté se dressait Rome. Mais ce n'était plus la Rome des Césars, c'était la Rome des papes. Le siège de Saint-Pierre, centre spirituel du monde occidental, était un îlot au milieu d'une mer tumultueuse de royaumes barbares et d'intrigues politiques. Les papes exerçaient une autorité morale colossale, mais leur pouvoir temporel était illusoire et leur puissance militaire négligeable. Pris en étau entre les Lombards agressifs au nord et les ambitions byzantines au sud, ils avaient désespérément besoin d'un protecteur, une main ferme brandissant l'épée pour protéger la croix des empiètements. La rencontre fatidique de ces deux forces était inévitable. En 799, le pape Léon III, humilié et affaibli par ses ennemis à Rome, prit une décision sans précédent. Il ne s'enfuit pas à Constantinople, héritière légitime de l'Empire romain, mais par-delà les Alpes jusqu'à Paderborn, au camp du roi des Francs. C'était plus qu'un simple appel au secours, c'était un choix de civilisation. Le monde occidental, en la personne de son chef spirituel, se détournait enfin de l'Orient vieillissant et confiait son destin à une nouvelle puissance née au nord. Charles reçut le pape avec tous les honneurs. Il l'écouta, lui restitua ses droits et le raccompagna triomphalement à Rome. Puis vint le jour qui changea le cours de l'histoire. Noël, 800, basilique Saint-Pierre de Rome.
Des milliers de bougies dissipent l'obscurité des murs antiques et un chœur solennel retentit. Charles, vêtu des habits d'un patricien romain, s'agenouille en prière. Et à cet instant, le pape Léon III pose la couronne impériale d'or sur sa tête. La foule, comme par magie, éclate en un cri. À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. L'Empire d'Occident fut restauré. Le biographe de Charles rapporte que l'empereur fut surpris, voire furieux, affirmant qu'il ne serait pas entré dans l'Église s'il avait connu les intentions du pape. Peut-être s'agissait-il d'une simple figure de style, d'une tentative pour afficher l'humilité du monarque. Mais cette scène dissimule l'essence et le drame à venir de l'union de la croix et de l'épée. Qui a élevé qui? Le pape, conférant la couronne au nom de Dieu et plaçant ainsi l'autorité spirituelle au-dessus de l'autorité temporelle. Ou Charles, dont les épées ont rendu ce couronnement possible, acceptant le titre comme un acquis et ne voyant dans le pape qu'un instrument de la divine providence. À cet instant précis, naquit une énigme qui allait tourmenter l'Europe pendant 1000 ans. Mais ensuite, à la lueur des bougies de Noël, ce fut un triomphe de l'unité. L'empereur devint non seulement un souverain, mais aussi un évêque pour les affaires extérieures, un défenseur de la foi, responsable de la pureté de la doctrine et de la moralité du clergé. Il convoquait des conciles, participait à des débats théologiques et nommait abbés et évêques comme s'il s'agissait de ses généraux. L'Église, à son tour, devint une institution d'État. Ces monastères se transformèrent en centres d'études et de scriptoria, où l'on copiait non seulement la Bible, mais aussi les œuvres des auteurs classiques. Ces évêques devinrent les conseillers de l'empereur, et les prêtres portaient la parole de Dieu et les décrets du souverain jusqu'aux confins de l'Empire. Cette union donna naissance à la Renaissance carolingienne, un formidable élan de culture et de lumière. À la demande de l'empereur, les épées furent refondues en plumes de scribes. Des esprits brillants affluèrent de toute l'Europe à la cour d'Aix-la-Chapelle. Alcuin d'York, Paul diacre de Lombardie, Théodulphe d'Espagne. Ils fondèrent des écoles, standardisèrent le latin et réformèrent l'écriture, la rendant claire et lisible. Ils sauvèrent de l'oubli l'héritage de l'Antiquité, y voyant non une souillure païenne, mais le fondement d'une nouvelle sagesse chrétienne. L'épée de Charlemagne garantissait la paix et l'ordre nécessaires à la prière et à l'étude. La croix conférait à son pouvoir sa justification et sa finalité suprême. Inséparables, telles les lames d'une même paire de ciseaux, elles sculptèrent dans le chaos du haut Moyen Âge les contours de l'Europe future. C'était un monde où l'empereur régnait par la grâce de Dieu et où l'Église priait pour lui. Une union faite au ciel et cimentée sur terre par l'acier et la foi. Elle était pleine de contradictions. Elle portait en elle les germes de futurs grands conflits, mais à ce moment précis, au temps de Charlemagne, elle était le seul espoir de voir renaître la lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. L'empire de Charlemagne était bien plus qu'un simple territoire conquis par le feu et l'épée. C'était un organisme vivant, un système complexe où chacun, du puissant comte au paysan inconnu, avait sa place et son rôle à jouer. Pour comprendre cette époque, il faut descendre du trône impérial et examiner le tissu même de la société, tissé de pouvoir, de loyauté, de terre et de travail. Au sommet de cette hiérarchie locale, en tant que vice-roi de l'empereur, se trouvait le comte. Il était les yeux, les oreilles et le bras armés de Charles dans son pagus, le comté qui lui était confié. Il était bien plus qu'un simple aristocrate se complaisant dans le luxe.
le comte cumulait les fonctions de chef militaire, de juge et d'administrateur. Il détenait le pouvoir absolu du banam, le droit de lever les milices, de rendre la justice, de lever les impôts et les amendes, et de punir ou de gracier au nom du souverain. Sa résidence, souvent un domaine fortifié, n'était pas encore un château au sens strict du terme, mais déjà un centre de pouvoir où affluaient guerriers, pétitionnaires et plaignants. Il parcourait sans cesse ses terres, réglant les différends entre voisins, supervisant la collecte des impôts et veillant au bon état des routes et des ponts. Son pouvoir était immense, mais sa responsabilité l'était tout autant. La moindre erreur, la moindre plainte parvenue à l'empereur pouvait lui coûter non seulement sa position, mais aussi sa vie. Les comtes étaient les piliers du trône, et Charles surveillait attentivement leur loyauté. Sous le commandement du comte reposait l'épine dorsale de l'Empire, des guerriers professionnels, des vassaux. C'est à cette époque que naquirent les relations qui allaient plus tard donner naissance au féodalisme classique. Un seigneur puissant, qu'il s'agisse de l'empereur lui-même, d'un comte ou d'un évêque, octroyait une terre à un guerrier, un bénéfice. En échange, le guerrier prêtait serment d'allégeance et devenait son homme de confiance. Ce serment était sacré. Il l'obligeait à se présenter à la première convocation du Seigneur, à cheval, avec ses hommes et sous les armes. La vie d'un tel guerrier était rythmée par la guerre et sa préparation. Son plus grand trésor était son cheval de guerre, qui coûtait une fortune, ainsi que son armure, casque, cotte de mailles et bouclier. Il appartenait à cette invincible cavalerie lourde qui écrasait les ennemis de la Saxe à l'Italie. La terre le nourrissait, lui fournissait l'équipement, et l'épée et la loyauté étaient son art et sa raison d'être. Parallèlement au pouvoir temporel existait un autre pouvoir, non moins puissant, le pouvoir ecclésiastique. Les évêques et les abbés des plus grands monastères possédaient des terres aussi vastes que celles des comtes. Ils gouvernaient souvent d'immenses territoires, avaient leurs propres vassaux et tenaient court. Les monastères n'étaient pas seulement des centres de vie spirituelle, mais aussi des centres économiques florissants. Les moines asséchaient les marais, introduisaient de nouvelles méthodes agricoles et élevaient du bétail. Et dans le calme de leur scriptoria, loin des affrontements armés, ils accomplissaient un autre exploit, copier d'anciens manuscrits, préservant ainsi le savoir du monde antique pour les générations futures. L'Église était le cœur idéologique de l'Empire, sanctifiant l'autorité de l'empereur et imprégnant tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort. Mais toute cette superstructure complexe, comtes, guerriers, évêques, reposait sur des fondements solides et universels, les paysans. Ils représentaient les 9/10 de la population de l'Empire, et c'était leur labeur qui nourrissait tout le monde. Leur monde était simple et rude, soumis à l'éternel cycle de la nature. Dès les premières lueurs du jour, ils partaient au champ, courbés sur une charrue de bois rudimentaire tirée par 2 bœufs. Leur vie était une lutte pour la moisson, un combat permanent contre la sécheresse, les inondations et les maladies. La paysannerie n'était pas homogène. Il existait encore des francs libres, propriétaires de leurs propres parcelles de terre, des allodiums. Ils étaient soumis au service militaire et payaient leurs impôts directement à l'État. Mais leur situation était précaire. Des campagnes dévastatrices, de mauvaises récoltes et la pression de puissants voisins les contraignaient à chercher protection. Ils cédaient leurs terres à un seigneur important, un comte ou un monastère, puis les récupéraient, cette fois sous forme de tenure, avec obligation de payer une redevance foncière et d'effectuer des corvées.
La plupart des paysans étaient des colonies, descendants de fermiers romains liés à la terre. Ils n'étaient pas des esclaves au sens strict du terme. On ne pouvait les vendre séparément de leur lopin de terre. Mais ils ne pouvaient pas non plus le quitter volontairement. Leur vie et leur travail appartenaient à leur maître. Ils travaillaient sur les terres du maître, le domaine, quelques jours par semaine, et le reste du temps. Ils cultivaient leurs petites parcelles, donnant une partie de la récolte en guise de redevance. Leur monde se limitait aux frontières de leur village et de leur villa. Le centre de ce monde était une petite église en bois, et les principaux événements de l'année étaient les fêtes religieuses qui offraient un bref répit dans un labeur incessant. Et Charles lui-même supervisait inlassablement ce système complexe, veillant à sa pérennité. Sa plus grande invention fut celle des « envoyés du souverain », les missi dominiti. Il s'agissait généralement d'un duo, un noble laïque, un comte, et un ecclésiastique, un évêque. Il parcourait sans cesse l'Empire, doté de pouvoirs extraordinaires. Il contrôlait les activités des comtes locaux, recueillait les plaintes, jugeait les affaires judiciaires et veillait à l'exécution des capitulaires impériaux. Leur présence dans un comté était un événement d'une importance capitale. Tout homme libre, du petit propriétaire terrien au simple paysan, pouvait comparaître devant leur cour et se plaindre de l'arbitraire d'un dirigeant local. C'était une tentative de créer un système de contrôle direct permettant de faire respecter la volonté et la justice de l'empereur jusqu'aux confins de son vaste empire. Ainsi vivait l'empire, dans un perpétuel mouvement et une tension constante. Le comte gouvernait, le guerrier combattait, le moine priait et peinait, et le paysan cultivait la terre. Tous étaient liés par un réseau complexe de vœux personnels, d'obligations foncières et d'une foi partagée. C'était un monde de contrastes saisissants. La splendeur de la cour impériale à Aix-la-Chapelle et la fumée d'une cabane enfumée dans un village reculé, le latin raffiné des lettrés et les dialectes rudimentaires des paysans, les grands projets de l'empereur et la lutte quotidienne et simple pour la survie de ses sujets. De ces contrastes se tissait la réalité du grand mais fragile empire de Charles. L'empire, né du feu et de l'épée, ne connut jamais la paix. La couronne posée sur la tête de Charles à Rome n'était pas seulement un symbole de puissance divine, mais aussi un lourd fardeau. Elle couronnait un État colossal dont les frontières n'étaient pas des lignes nettes sur un parchemin, mais des plaies vives et saignantes, constamment tourmentées par les ennemis. Ayant créé l'État le plus puissant depuis la chute de Rome, Charles se retrouva gardien d'une forteresse gigantesque, assiégée de toutes parts. Chaque horizon représentait une menace, chaque frontière exigeait une vigilance constante et le sang des soldats. Au sud, au-delà des sommets enneigés des Pyrénées, s'étendait un tout autre monde. Il ne s'agissait pas seulement de montagnes, mais de la frontière entre deux civilisations, deux religions. Là, en Al-Andalus, prospérait le monde riche, raffiné et hostile de l'émirat de Cordoue. Les souverains musulmans d'Espagne n'avaient jamais oublié les terres qu'ils avaient jadis contrôlées au-delà des montagnes et voyaient dans l'empire franc grandissant une menace directe pour leur influence. La frontière n'était pas un havre de paix. C'était une zone de guerre larvée perpétuelle, une guerre sans bataille rangée, mais marquée par des milliers de petites tragédies. Des raids soudains menés par les troupes sarrasines, incendiant des villages et emmenant des captifs, étaient suivis de campagnes de représailles punitives menées par les comtes francs. Pour se prémunir contre cette menace constante, Charles créa la Marca Hispanica,
une vaste zone tampon s'étendant de Barcelone à Pampelune. Terre de guerriers, cette région rude abritait un laboureur maniant la charrue d'une main et l'épée de l'autre. Des châteaux y furent érigés, des garnisons y montèrent la garde, et la vie ne valait rien. C'est ici, au col de Roncevaux, que naquit l'une des légendes les plus sombres et les plus héroïques de l'époque. Le détachement du comte Roland, neveu de Charles, tomba dans une embuscade et fut entièrement anéanti. Cette catastrophe fut une leçon amère. Les Pyrénées n'étaient pas seulement une barrière, mais un piège mortel, et la frontière méridionale exigerait toujours des sacrifices. À l'est s'étendaient des forêts et des marécages à perte de vue, peuplés d'une mosaïque de tribus slaves belliqueuses, les Sorabes, les Wilts et les Obodrites. Ils ne disposaient pas d'un État unifié comme les Sarrasins, mais la menace qu'ils représentaient n'en était pas moins réelle. C'était une guérilla dans toute sa splendeur médiévale. Les milices slaves menaient des raids audacieux sur les colonies franques, pillant et tuant, puis disparaissaient sans laisser de traces dans l'épaisseur de leurs forêts. Toute tentative de les soumettre exigeait des efforts considérables. Les armées franques s'enlisaient dans les marécages, leur communication constamment menacée. En réponse, Charles organisa des expéditions punitives de grande envergure, imposant son autorité par le feu et l'épée, contraignant les chefs tribaux à payer un tribut et à se convertir au christianisme. Mais dès le départ des légions, les flammes de la rébellion se rallumaient. La frontière orientale était comme une tourbière fumante, calme en apparence, mais toujours prête à s'embraser. Plus terrifiants encore étaient les Avars, un peuple nomade qui avait établi un puissant khaganat sur le Danube moyen. Fantômes du passé, héritiers d'Attila le Hun, ils avaient semé la terreur dans toute l'Europe centrale. Leurs armées de cavalerie étaient rapides et impitoyables, et leur capitale, entourée de 9 enceintes concentriques appelées anneaux, était considérée comme un trésor imprenable, regorgeant d'or pillé au fil des siècles. Pour Charlemagne, les Avars étaient plus qu'une simple nuisance. Ils représentaient une menace existentielle. À la fin du 8e siècle, il déchaîna toute la puissance de son empire contre eux. Ce fut une guerre d'anéantissement. Année après année, les armées franques envahirent la Pannonie jusqu'à ce qu'enfin, en 796, Pépin, fils de Charlemagne, s'empare et détruise le légendaire anneau avare. Le flot d'or et d'argent capturé fut si important que, selon les contemporains, les Francs passèrent de la pauvreté à la richesse. Le khaganat avare fut rayé de la surface de la terre, mais le prix de la victoire fut élevé et le souvenir de ces féroces nomades perdura longtemps aux frontières orientales. Mais la menace la plus terrible, la plus imminente, venait du nord, d'outre-mer, par-delà la mer grise et froide. Au début, ce n'étaient que des rumeurs, des récits de moines terrifiés racontant l'histoire d'étranges navires à proue de dragons, surgissant du brouillard comme des fantômes. On les appelait Normands ou Vikings. Contrairement aux autres ennemis de Charles, ils ne cherchaient ni à conquérir de terre, ni à imposer leur foi. Ils ne convoitaient qu'une chose, le butin. Leurs dracars, longs et étroits, étaient d'une vitesse incroyable et pouvaient remonter des rivières peu profondes, pénétrant jusqu'au cœur même des terres franques. Leur tactique était d'une efficacité redoutable, attaque surprise, pillage, massacre et retraite rapide vers la mer avant que les garnisons locales n'aient pu réagir. Leurs premières cibles furent les monastères sans défense qui bordèrent la côte, abritant non seulement des reliques sacrées, mais aussi des richesses inestimables.
Lincéfarne, Yarrow, Noirmoutier, ces noms devinrent synonymes d'horreur. Les Vikings n'épargnèrent personne, massacrant les moines sur leurs autels et brûlant des manuscrits inestimables. Pour le monde chrétien, c'était un sacrilège, un châtiment divin. L'empire de Charles, avec sa machine militaire lente et axée sur les campagnes terrestres, se révéla totalement démuni face à cette nouvelle guerre navale fulgurante. Charles ordonna la construction d'une flotte et la fortification de la côte. Mais c'était peine perdue. La légende raconte qu'un jour, dans sa vieillesse, l'empereur, debout à la fenêtre de son palais sur la côte sud, aperçut au loin des navires normands. Il les contempla longuement, les larmes ruisselant sur ses joues. Ses courtisans furent stupéfaits, car leur souverain n'avait jamais connu la peur. Mais Charles ne pleurait pas pour lui-même. « Je suis affligé, dit-il, sachant le mal que ce peuple apportera à mes descendants et à leur peuple. » Le grand empereur, conquérant des Saxons, des Lombards et des Avars, comprit que cette nouvelle menace, venue de la mer, pouvait se révéler la force qui finirait par détruire tout ce qu'il avait si laborieusement bâti. Son empire était un puissant géant terrestre, mais l'océan avait amené sur ses rivages un ennemi contre lequel il n'avait aucune défense fiable. Et cet ennemi commençait à peine à éprouver sa force. L'empire avait atteint son apogée. Charles n'était plus seulement le roi des Francs et des Lombards, il était Charles Auguste, empereur des Romains. Son royaume s'étendait des Pyrénées à l'Elbe, de la mer du Nord au cœur de l'Italie. Il semblait avoir accompli tout ce qu'un souverain mortel pouvait espérer. Il était un nouveau Constantin, le père de l'Europe, un titan dont l'ombre planait sur le monde chrétien tout entier. Mais même les titans ne peuvent rien contre le temps. Et plus l'éclat de sa gloire brillait, plus les ombres s'allongeaient et s'assombrissaient, annonçant son déclin inévitable. Les premiers coups du destin furent personnels, mais non moins dévastateurs pour l'Empire. Ces coups ne furent pas portés par l'épée d'un ennemi, mais par la main même de la mort qui s'était infiltrée au sein de la famille impériale. En 810, sa fille Rotrude mourut. La même année, son second fils, Pépin, roi énergique et actif qui avait maintenu la péninsule italienne sous contrôle, succomba à la fièvre en Italie. Et un an plus tard, en 811, son aîné et homonyme, Charles le Jeune, décéda, son héritier le plus talentueux et le plus aimé, celui que son père avait pressenti comme son successeur direct au trône impérial. Pour l'empereur vieillissant, ce fut une catastrophe. Le glas qui sonnait pour ses fils résonnait comme le chant du cygne de son grand projet. Pendant des décennies, il avait bâti un système où l'Empire, après sa mort, serait partagé entre 3 souverains forts et expérimentés. À présent, ce plan s'était effondré. Un seul héritier légitime restait en vie, Louis. Pieux, instruit, mais doux et indécis, il paraissait bien faible pour remplacer ses frères belliqueux. L'architecte de l'Europe se retrouvait seul face aux fissures dans les fondations de sa plus grande création. Au même moment, de nouveaux nuages s'amoncelaient aux confins lointains. Au nord, des brumes et des fjords émergeaient les fantômes du futur, des dracars à la proue ornée de têtes de dragons. Normands, Vikings. Jusqu'alors, il ne s'agissait que des premiers raids audacieux sur les côtes frisonnes, mais Charles, avec son génie stratégique, y voyait un terrible présage. Il ordonna la construction d'une flotte, la fortification des embouchures des fleuves et l'établissement de défenses côtières. Il comprit que cette nouvelle menace, venue de la mer, était radicalement différente des ennemis qu'il avait l'habitude d'écraser sur terre.
Sa puissante armée terrestre était impuissante face à ces loups des mers qui surgissaient de nulle part et disparaissaient dans le néant, ne laissant derrière eux que cendres et terreur. Le vieux lion pouvait encore montrer les crocs, mais il sentait déjà une nouvelle meute, jeune et rôdée aux frontières de ses terres. L'Empire, bâti sur la volonté d'un seul homme, commença à se désagréger. Il était trop vaste, trop diversifié. Les Saxons, à peine soumis, se souvenaient encore du sang et du feu qui les avaient conduits au christianisme. Les Avars étaient vaincus, mais non anéantis. Les tribus slaves de l'Est bouillonnaient de colère. Gérer cet organisme gigantesque devenait de plus en plus difficile. Des messagers parcouraient des semaines à cheval pour transmettre des ordres d'Aix-la-Chapelle à Rome ou à Barcelone. La noblesse locale, qui avait prêté allégeance à Charles en personne, lorgnait déjà sur son unique héritier, évaluant la faiblesse future de son pouvoir. Ce colosse, créé par le génie et l'épée, reposait sur les fondements fragiles de la diversité administrative et ethnique. Sentant le temps qui passe, Charles prit une décision finale et capitale. À l'automne 813, il convoqua tous les nobles de l'Empire à Aix-la-Chapelle. Dans la chapelle de son palais, sous une mosaïque dorée représentant le Christ Pantocrator, l'empereur, âgé de 70 ans, accomplit un acte d'une profonde symbolique. Il ne convoqua pas le pape, il ne sollicita pas la bénédiction de Rome. De sa propre main, fort du pouvoir que Dieu lui avait conféré et conquis par l'épée, il déposa la couronne impériale sur la tête de son fils Louis, le proclamant co-régent et héritier. Tel était son testament. Un message adressé au monde entier. Le pouvoir impérial n'émanait pas du pontife, mais de l'empereur lui-même, et se transmettait par héritage, comme dans la Rome antique. Le vieux titan affirma une dernière fois sa volonté, tentant de s'assurer un avenir qui lui échappait déjà. Après cela, il se retira définitivement. Il passa l'hiver dans sa chère Aix-la-Chapelle, chassant, se baignant dans les sources thermales, lisant les œuvres de saint Augustin et s'entretenant longuement avec les érudits de son académie. Il ne partit plus en campagne. L'ère des grandes conquêtes était révolue. Le guerrier céda la place à un sage, méditant sur son héritage et se préparant à son dernier voyage. Il gouverna, promulgua des décrets et tint court, mais son regard se tourna de plus en plus vers l'intérieur, vers l'éternité. En janvier 1814, après une partie de chasse, il fut terrassé par une forte fièvre qui dégénéra en pleurésie. Pendant 7 jours, il lutta contre la mort avec la même ténacité qu'il avait déployée jadis contre les Saxons. Il refusa de s'alimenter et ne but presque rien, tentant d'épuiser la maladie par le jeûne. Mais son corps, usé par des décennies de campagnes et de travaux forcés, ne céda plus à sa volonté de faire. Le 28 janvier, à l'aube, le grand moteur de l'histoire s'arrêta. Charlemagne, empereur d'Occident, père de l'Europe, mourut. Un silence pesant s'abattit sur le continent. Le monde qu'il avait bâti retenait son souffle, dans une attente angoissée. Le titan avait disparu, laissant derrière lui un empire sans égal depuis l'époque romaine. Mais avec lui s'évanouissait la force surhumaine qui avait maintenu cet édifice colossal. Désormais, son héritier et son peuple allaient découvrir si cette construction avait été bâtie pour durer ou s'il ne s'agissait que d'un palais magnifique érigé sur le sable, voué à s'effondrer dès que l'écho des pas de son créateur s'évanouirait. Le déclin du titan était achevé. Le crépuscule de l'Empire avait commencé. L'ombre de Charlemagne plana longtemps sur l'Europe, mais le titan lui-même avait déjà quitté ce monde. Le grand empire,
forgé par le feu et la volonté d'un seul homme, passa alors entre les mains de son unique fils survivant, Louis. Il entrerait dans l'histoire sous le nom de Pieux. Ce surnom englobait à la fois sa vertu et sa tragédie. Là où Charlemagne régnait d'une main de fer et d'une volonté inflexible, Louis s'efforçait de gouverner avec foi et conscience. C'était un homme d'une nature différente, instruit, pieux et sincèrement convaincu de la vocation divine de l'Empire, conçu comme un unique bastion chrétien. Il cherchait moins à l'étendre qu'à le purifier et à le fortifier de l'intérieur. Mais l'Empire, tissé de dizaines de peuples et de tribus, ne tenait pas par la piété, mais par la crainte et l'autorité de son Créateur. Une autorité que son fils ne sut pleinement hériter. Le principal défi à l'unité ne venait pas d'ennemis extérieurs, mais du cœur même de la dynastie. La coutume franque, aussi ancienne que les forêts de Germanie elles-mêmes, exigeait que l'héritage soit partagé entre tous les fils. Elle était étrangère à l'idée romaine d'un pouvoir indivisible, imperium sine fine, un empire sans fin. Charles lui-même avait prévu de diviser ses possessions, et seule la mort de ses deux fils aînés fit de Louis l'unique héritier. Louis se trouvait alors confronté au même dilemme. Comment préserver l'œuvre de son père sans négliger ses propres fils, Lothaire, Pépin et Louis le Germanique? En 817, l'empereur tenta de trouver un compromis entre les deux mondes. Il promulgua le décret « Ordinatio Imperii » sur la constitution de l'Empire. C'était une tentative audacieuse de concilier l'impossible. Son fils aîné, Lothaire, fut proclamé co-régent et principal héritier du titre impérial. Les frères cadets reçurent de vastes royaumes à gouverner, l'Aquitaine et la Bavière, mais restèrent subordonnés à leur aîné. L'Empire demeurait formellement uni, mais les germes de la discorde étaient semés. Cette paix fragile était vouée à l'échec. Elle ne satisfaisait ni l'idéal impérial qui exigeait une autocratie absolue, ni les ambitions des fils cadets qui se considéraient comme égaux. Puis, la seconde épouse de Louis, l'ambitieuse Judith de Bavière, entra en scène et lui donna un quatrième fils, Charles, le futur Charles le Chauve. Le désir ardent de la mère d'assurer à son enfant une part de l'héritage finit par rompre le fragile équilibre. Pour Charles, le vieil empereur entreprit de redessiner la carte du royaume, s'emparant des terres de ses fils aînés. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres et embrasa l'Empire. Ce qui suivit fut une longue et douloureuse agonie. 3 décennies de guerre civile, où les fils se rebellèrent contre les pères, puis les frères se retournèrent les uns contre les autres. Les liens du sang se dissolvèrent dans l'âpreté de l'ambition. La loyauté devint une monnaie d'échange. En 833, sur un champ près de Colmar qui restera à jamais connu sous le nom de champ du mensonge, Louis le Pieux fut trahi par ses propres vassaux qui avaient fait défection au profit de ses fils. Humilié et dépouillé de son pouvoir, il fut contraint de se repentir publiquement de péchés imaginaires. L'empereur, élu de Dieu, devint un pion entre les mains de ses enfants. Bien qu'il ait par la suite reconquis le trône, son autorité était à jamais brisée. En 840, Louis le Pieux mourut, laissant à ses fils non pas un empire uni, mais un champ de bataille en proie aux flammes. Avec sa mort, le dernier si fragile fut-il, symbole d'unité disparut. Désormais, plus rien ne retenait les frères. Lothaire, l'aîné, revendiqua le pouvoir absolu. Louis le Germanique et Charles le Chauve s'allièrent contre lui. La guerre fratricide culmina avec la bataille de Fontenoy en 841. Plus qu'une simple bataille, ce fut le suicide du monde franc. Sur les champs de bataille sanglants de Bourgogne,
les Francs s'affrontèrent entre eux. Le neveu tua l'oncle, le frère se retourna contre le frère. Les chroniqueurs rapportent que tant de nobles et de guerriers périrent, que l'État franc perdit la force de se défendre contre les menaces extérieures pendant toute une génération. Les Vikings au nord, les Sarrasins au sud et les Hongrois à l'est. Le sang des Carolingiens arrosa la terre, se mêlant à celui de leurs sujets. La bataille n'apporta de victoire décisive à personne, mais elle démontra à tous qu'aucun des deux frères n'était capable de soumettre l'autre par la force. L'empire de Charlemagne ne pouvait plus être gouverné depuis un seul centre. Un an plus tard, en 842, un événement allait symboliser la rupture définitive. À Strasbourg, Louis le Germanique et Charles le Chauve se rencontrèrent pour confirmer leur alliance contre Lothaire. Et là, sur les rives du Rhin, leurs armées prêtèrent serment d'allégeance. Mais ces serments ne furent pas prononcés en latin, langue universelle de l'Église et de la chancellerie impériale, mais dans des langues qui commençaient à peine à se comprendre, le teutonique, le vieux allemand des guerriers de Louis, et le roman, ancêtre du français, parlé par les guerriers de Charles. Pour la première fois depuis des siècles, la langue du peuple résonnait dans un document officiel. Il s'agissait de bien plus qu'une simple alliance militaire. C'était la naissance de deux nations, de deux cultures, qui suivraient désormais des chemins différents. Le monde culturel unifié des Carolingiens était sur le point d'éclater. Le traité de Verdun de 843 scella l'affaire. Il devint l'épitaphe d'un empire unifié. Trois frères, penchés sur une carte, tracèrent trois lignes fatidiques à travers le territoire de cet État. Charles le Chauve reçut le royaume de Francie occidentale, la future France. Louis le Germanique reçut le royaume de Francie orientale, cœur de la future Allemagne. Et l'aîné, Lothaire, hérita du titre impérial et d'une longue et difficile bande de terre s'étendant de la mer du Nord à l'Italie, incluant les deux centres impériaux, Aix-la-Chapelle et Rome. Ce royaume du milieu, dépourvu d'unité ethnique et géographique, était voué à une désintégration rapide et devint un sujet de discorde entre la France et l'Allemagne pendant le millénaire suivant. L'héritage de Charlemagne fut divisé. Le grand rêve d'un empire romain renaissant, d'une seule cité chrétienne sur terre, fut sacrifié aux ambitions personnelles et aux coutumes tribales ancestrales. Sur les ruines de cet empire colossal commencèrent leur histoire de nouveaux royaumes, de nouveaux peuples et de nouvelles guerres sans fin. Lorsque le cœur de Charlemagne cessa de battre à Aix-la-Chapelle le 28 janvier 814, le vaste empire sembla retenir son souffle. Le géant qui, par sa force, son intelligence et sa foi, avait tissé la mosaïque des tribus en une seule et même trame, était entré dans l'éternité. Son corps, revêtu des insignes impériaux, reposait en terre, mais son ombre, longue et puissante, ne faisait que commencer son voyage à travers les siècles. Cette ombre, son héritage, se révélerait bien plus durable que l'Empire lui-même. L'œuvre matérielle de Charles était fragile. Il était le ciment qui unissait Francs et Lombards, Saxons et Bavarois. Son unique fils survivant, Louis le Pieux, était un homme de foi plutôt que de fer, et il lui manquait l'austérité de son père pour exercer le pouvoir. Après sa mort, l'Empire s'effondra sous le poids des ambitions de ses trois fils, petits-fils de Charles. Il ne voyait pas un empire chrétien unifié, il ne voyait qu'un héritage à se partager. En 843, à Verdun, ils signèrent un traité qui scella le destin de l'Empire unifié. L'épée divisa l'État en trois parties. Le royaume franc occidental revint à Charles le Chauve, le royaume franc oriental à Louis le Germanique,
et entre les deux, tel un long et vulnérable corridor reliant la mer du Nord à l'Italie, s'étendait le royaume du milieu de Lothaire, qui conserva le titre impérial, désormais dépouillé de son ancienne gloire. L'Empire était mort. Mais était-ce un échec? L'histoire est paradoxale. C'est précisément dans cet effondrement politique que réside le premier et fondamental héritage de Charles. Les frontières tracées à Verdun, avec une précision étonnante, anticipaient les contours des futurs États. Du royaume de Charles le Chauve naîtrait la France, des terres de Louis le Germanique naîtrait l'Allemagne. La lutte séculaire entre ces deux puissances pour l'héritage de Charles, pour les terres disputées de Lorraine, allait devenir le drame central de l'histoire européenne pour les 1000 années à venir. Charles créa un espace unifié et sa désintégration donna naissance aux principaux acteurs de la future Europe. Il devint, sans le savoir, le père non seulement de l'unité, mais aussi de la plus grande rivalité européenne. Mais l'ombre de Charles ne se limite pas à la politique et aux frontières. Elle est avant tout une idée, celle de l'Europe. Avant lui, il y avait le monde antique de Rome et sa périphérie barbare. Il y avait l'Orient chrétien, Byzance, qui se considérait comme l'unique héritière légitime de Rome. Charles, lui, créa quelque chose de nouveau, l'Occident. Il fonda une communauté civilisationnelle cimentée par le christianisme latin, la puissance franque et une renaissance de l'idéal impérial romain. Il donna à cet espace une identité commune, le distinguant à la fois de Byzance orthodoxe et du monde islamique au sud. C'est sous son autorité que le mot « Europe » commença à être employé régulièrement pour désigner non seulement un concept géographique, mais aussi une unité politique et culturelle. Il remit au continent son acte de naissance. Cette unité s'est forgée non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans le calme des scriptoria monastiques. La Renaissance carolingienne, initiée par l'empereur et ses conseillers érudits comme Alcuin, était bien plus qu'une simple passion pour l'Antiquité. Il s'agissait d'un programme délibéré visant à créer un socle culturel pour l'Empire. Des centaines de moines à travers l'Europe copièrent les œuvres d'auteurs antiques, de pères de l'Église, de poètes romains et d'historiens. C'est grâce à leurs efforts que plus de 90% des textes de la littérature latine classique nous sont parvenus. Ils créèrent une nouvelle écriture, claire et lisible, la minuscule carolingienne, ancêtre direct de nos lettres minuscules modernes. Ce fut un acte de salut et d'uniformisation du savoir, créant un champ intellectuel unifié des Pyrénées à l'Elbe. L'Europe s'est dotée d'une langue commune du savoir et d'une bibliothèque partagée d'idées. Et bien sûr, la couronne impériale elle-même. L'idée que l'Occident pouvait et devait avoir son propre empereur, protecteur de l'Église et chef temporel de la chrétienté, ne disparut pas avec l'Empire. Elle devint un rêve, un fantôme qui entrait les monarques européens pendant des siècles. En 962, le roi germanique Othon le Grand se rendit à Rome pour faire renaître l'empire de Charlemagne, créant ce qui deviendrait plus tard le Saint-Empire romain germanique. 1000 ans plus tard, Napoléon Bonaparte, cherchant à unifier l'Europe sous son autorité, imita consciemment Charlemagne, se couronnant de la couronne de fer des Lombards et nommant son fils roi des Romains. Il se voyait comme un nouveau Charlemagne, l'empereur temporel de l'Occident. Aujourd'hui encore, dans un monde radicalement différent, l'ombre de Charlemagne plane toujours. Après les guerres dévastatrices du XXe siècle, lorsque les dirigeants européens entreprirent de bâtir une nouvelle union fondée sur la paix et la coopération,
l'alliance franco-allemande en devint à nouveau le pilier, une réconciliation entre les deux héritiers du partage de Verdun. Ce n'est pas un hasard si le prix le plus prestigieux, récompensant les contributions à l'unité européenne, décerné à Aix-la-Chapelle, porte le nom de Charlemagne, le Karlspreis. Qui était donc cet homme dont l'ombre a survécu à son empire? Enfant de son époque brutale, il était un conquérant impitoyable qui extermina des milliers de Saxons au nom de la foi, un souverain illettré qui valorisait le savoir plus que l'or. À la fois guerrier et administrateur, législateur et théologien, il était complexe, contradictoire et titanesque. Il tenta d'édifier la cité de Dieu sur terre par le feu et l'épée, et son édifice terrestre s'écroula. Mais il a laissé derrière lui bien plus que des frontières sur une carte. Il a légué un idéal d'unité, un code culturel et un rêve politique. Il a posé les fondements sur lesquels, à travers guerre, révolution et réforme, se serait construit l'édifice de l'Europe moderne. On lui a donné le titre de Pater Europae, Père de l'Europe. Et bien que son autorité paternelle ait été sévère et impérieuse, elle est indéniable. L'ombre de ce géant plane encore sur le continent qu'il considérait jadis comme le sien.